L'échiquier international, merci d'être des nôtres. On regardera aujourd'hui vers Sharm el-Sheikh en Égypte où se tiennent encore des discussions pour un plan de paix à Gaza. De quoi il est question pour ce fameux plan de paix avec un président américain, Donald Trump, qui s'affiche comme étant le principal auteur. Pourtant, il coprésidera à côté du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi cette fameuse conférence internationale pour la paix. Plus d'une vingtaine de chefs d'État y participent avec comme seul mot d'ordre, justement, renforcer les efforts pour instaurer une paix durable à Gaza, un jargon diplomatique bien loin de la réalité de Gaza. Après 2 ans de génocide, 55 000 enfants souffrent à l'heure où nous parlons de malnutrition, 70 000 morts, au moins 10 000 disparus. Au milieu de ce tableau noir d'injustice, une mince éclaircie, puisque 2000 otages palestiniens ont été relâchés et ont rejoint leurs familles. C'était ce matin. On fait le tour du sujet dans quelques secondes. Alors on l'a dit, paix à Gaza, que revêt le mot paix dans la bouche de Donald Trump, un accord de paix sous parrainage américain, mais aussi de l'Égypte, le Qatar et la Turquie. La première phase de l'accord est entrée en vigueur, qui prévoit un cessez-le-feu et la libération des prisonniers de part et d'autre. Ils sont beaucoup à Sharm el-Sheikh à décliner le mot paix, mais renvoie-t-il au même projet? C'est la question qu'on va se poser. C'est toute une région d'ailleurs qui se pose la question. Pour en parler, tout d'abord, je reçois Ahmed Frassini, journaliste palestinien établi à Bruxelles. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Oui, bonsoir. Et également avec nous ce soir Manuel Pouchelet, analyste des questions internationales. Merci d'avoir répondu présent, Manuel Pouchelet. Merci, bonsoir et merci pour votre invitation. Alors Ahmed Frassini, tout d'abord, première question, première impression avec cette journée de pourparlers de paix au sujet de Gaza. Vous avez suivi l'événement. Quelles sont vos premières impressions? Oui, on voit qu'on est là, tout le monde, pour simplement arrêter la guerre, ou plutôt le génocide. Peut-être c'est le moment pour arrêter le génocide, mais on cherche dans les discours si jamais il y a des vrais mots de la paix ou réalisation de cette paix au Moyen-Orient et en Palestine et pour les Palestiniens. Si on ne trouve pas la question des droits des Palestiniens, les droits même de l'autodétermination, la liberté, la fin de l'occupation, si on ne trouve pas ces mots, bien sûr qu'on va direct comprendre qu'il y a beaucoup qui manque. Oui, c'est important pour les Palestiniens et pour les Gazaouis aujourd'hui d'arrêter le génocide, comme c'est important pour tout le monde d'ailleurs aussi. C'est pour ça que c'était arrêté aujourd'hui et pas hier. C'est parce qu'on voit qu'il y a d'abord une résistance palestinienne. Il y a toujours d'activisme et des actions dans le monde entier contre le génocide. Il y a des impacts politiques, il y a des impacts légaux aussi qui touchent aussi les leaders du monde. Alors, après tout ça, le média et l'image d'Israël, l'image de la démocratie israélienne et la question aussi de loi internationale, qu'aujourd'hui on pose beaucoup de questions en ce qui concerne ce système légal international. C'est pour ça qu'on arrête ce génocide aujourd'hui à Gaza. Mais bien sûr, et si on va peut-être parler plus loin, il y a une différence entre arrêter le génocide et aller vers une solution durable pour les Palestiniens et pour le peuple palestinien. On va en parler. Alors, le plan de paix, disent-ils, lequel repose sur plusieurs chapitres: trêve, prisonniers libérés, reconfiguration coloniale à Gaza, avec des garanties de pays tiers, à savoir donc l'Égypte, le Qatar, la Turquie et les États-Unis. Beaucoup de médiations, pourtant, sont articulées pour tenter d'arrêter les bombardements et le massacre à Gaza. Pourquoi la méthode dite de Trump a fait la différence et à ce moment-là? Qu'est-ce que vous en pensez, Manuel Pouchelet?
Le président Trump a fait le forcing. Il faut être honnête, il a fait une forme de forcing qui, de toute façon, la situation était devenue impossible à vivre pour les Gazaouis. Elle est impossible aussi à vivre pour le Moyen-Orient, qui est une région, vous le savez, qui est extrêmement volatile et en même temps réversible. On a vu que sont intervenus également d'autres États qui sont des puissances régionales. On tait aussi un rôle très discret de l'Arabie Saoudite dans ces négociations. Et en même temps, on a le Qatar qui tente aussi de s'imposer sur cette scène internationale pour laquelle il est souvent étouffé par d'autres puissances concurrentes. En ce qui concerne le plan de Trump, c'est un pas supplémentaire, mais on parle de paix durable. Maintenant, je suis circonspect. Vous savez que j'ai la chance, moi, d'habiter la région, notamment au Liban, et en même temps, je vous ferai remarquer que l'armée israélienne occupe toujours d'autres pays et d'autres territoires qui ne lui appartiennent pas, ni même au territoire d'Israël, il faut être honnête. Maintenant, le plan de Trump est une forme de deal. Mais quelle forme de deal? On parle de paix durable. C'est un petit côté, excusez-moi, environnemental et écologique, cette affaire-là. Et je ne sais pas si ça va s'inscrire dans la durée parce que s'invite au menu le plan Trump 2, 3 et 4. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi la condition de la Cisjordanie qui est très préoccupante. Et je ne pense pas que les autorités palestiniennes cèdent sur ce point. Donc pour l'instant, c'est une victoire puisque la paix semble revenir, ou du moins l'arrêt des bombardements sur la bande de Gaza, qui est un petit territoire, ne l'oublions pas. Mais en même temps, je m'aperçois une chose, c'est chaque fois que vous avez une immixtion occidentale dans un conflit au Moyen-Orient, sachez qu'en règle générale, dans les mois qui suivent ou les années qui suivent, il y a forcément des reprises. Pourquoi? Parce que cela a été fait sous la contrainte. Mais le président Trump est aussi en attente de résultats. Il l'avait dit lors de son discours de campagne électorale et aujourd'hui, il s'aperçoit que sur ce point qu'est le Moyen-Orient, il arrive à marquer des points. Et d'ailleurs, je suis même très surpris qu'il n'ait pas parlé de son prédécesseur lors de ses dernières déclarations. Mais en même temps, il est aussi en échec sur d'autres conflits et prétendre à ce qu'il ait pu arrêter, si vous voulez, cette affaire à Gaza, moi, je le mets sur le long terme. Justement. Oui, du long terme et combien de temps? Justement, ce plan de paix prévoit un repositionnement, ça c'était la phase 1, qui prévoyait un repositionnement des forces coloniales couvrant à peu près 30 à 40% des portions au nord de Gaza, la suspension des bombardements sionistes, la libération des prisonniers palestiniens, ou plutôt des otages palestiniens, à peu près 2300, mais aussi des couloirs de corridors humanitaires permettant l'entrée à peu près de 1000 camions. Ça, c'est la phase 1 du plan de paix de Trump. La phase 2, elle prévoit un désarmement de la résistance palestinienne. D'ailleurs, c'est un nœud de discorde. Elle prévoit également une gouvernance intérimaire à Gaza et un retrait progressivement des colons armés. Ahmed Frassini, selon vous, comme vient de l'expliquer Emmanuel Pouchelet, c'est vrai que c'est un plan au contour plus ou moins flou, mais quels seraient les points qui pourraient faire échouer ce fameux accord de paix de Trump, selon vous? Vous voyez, alors si on retourne un peu, on va voir qu'après la déclaration de New York, par exemple, on a vu que Trump a invité tout le monde chez lui pour en fait sauter sur cette déclaration et prendre tout vers lui. Et il est sorti avec cette déclaration, avec ses plans. Le choquant, c'était que les Européens, par exemple les Palestiniens, ou nous, tout le monde peut-être, on a cherché dans la déclaration de New York des outils, des points exacts pour arrêter le génocide, ou alors c'est quoi comme outil que les Européens, avec les Saoudiens, qu'ils ont pour arrêter le génocide et pour aller vers une paix ou la solution de deux États. Mais il n'y a pas, et on attend toujours que voilà, Israël doit faire. Mais est-ce que nous, qu'est-ce qu'on doit faire autant que par exemple les Français, Européens? Il n'y a rien. Alors, par contre, Trump a les clés. Et comme c'est lui qui a ses clés, alors c'est lui qui peut changer les choses sur la terre. En fait, comme on ne trouve pas les clés et les points exacts dans la déclaration de New York de Macron, on ne trouve pas la paix dans le plan de Trump. Et aujourd'hui, quand on l'a vu ensemble, c'est vrai, moi je me suis
poser la question, est-ce que peut-être il y aura une intégration dans les deux déclarations, dans les deux plans, ou on reste quand même sur par exemple, contradiction. Par contre, les dernières minutes montrent que même il n'y avait pas une discussion entre les deux côtés, il n'y avait pas complicité, il n'y avait pas une intégration. Par contre, voilà, ce qu'a montré Trump, qu'il est là, il a pris les photos. Merci à tout le monde, au revoir, on a fait la première phase, on a signé le contrat. Mais voilà, alors c'est qu'il manque, par exemple, même chez les Français, chez Macron et chez Trump, que c'est le ELP, où il est le ELP, qui représente les 15 millions de Palestiniens. Juste. Ils sont où les Palestiniens? Ils sont où les droits des Palestiniens et la fin de l'occupation exacte? Par exemple, pour les Palestiniens, c'est pas la solution de deux États, c'est la solution de l'État de Palestine. On va en parler. On va en parler, Ahmed Frassini. On va rester d'abord sur le volet diplomatique. Vous avez, Manuel Pouchelet a soulevé un point intéressant tout à l'heure. Manuel Pouchelet, vous vivez quelques mois de l'année dans la région. Vous êtes un observateur des sujets concernant cette région un peu compliquée, le Moyen-Orient. Le Qatar et la Turquie semblent, ces derniers mois, avoir été un peu relégués concernant le dossier gazaoui, relégués par Trump. Aujourd'hui, quel serait leur rôle vraiment dans cette entente ou dans cette stabilisation de la trêve à Gaza? Quel serait leur rôle véritablement? Ce qui est intéressant, c'est de voir ce nouveau rôle voulu par la Turquie de M. Erdogan. D'ailleurs, même M. Trump l'avait qualifié de puncher, si vous voulez, au moment de sa rencontre aux Nations Unies. Maintenant, ce qui concerne le Qatar, il cherche aussi une aventure diplomatique puisqu'il est aussi en concurrence avec les Émirats arabes unis, ne l'oublions pas. Maintenant, il y a quand même un absent qui, moi, personnellement, me surprend, qui a toujours été un habile négociateur sur ce Moyen-Orient, y compris entre les parties qui ne se parlent pas, c'est le sultanat d'Oman. Depuis la mort du sultan Qabouz, c'était le go-between, on va dire, de référence dans la région. Et d'ailleurs, le sultan Qabouz avait reçu toutes les parties en présence, y compris sur d'autres conflits qui sont très nombreux. Il faut savoir que le Moyen-Orient est une région en perpétuel mouvement et je pense que suite à ce que nous venons de vivre et ces événements historiques que nous vivons, vous verrez, il y aura des conséquences sur les relations entre États et sur les relations entre eux déjà, entre pays de la région, mais en même temps avec l'international. Et je constate encore une fois qu'il faut une immixtion occidentale pour trouver des solutions de paix, alors que les solutions régionales peuvent exister et doivent exister. Le problème palestinien est un problème qui, vous le savez, je n'aime pas dire ce mot problème, il faut trouver une solution puisque les pays voisins accueillent également les Palestiniens qui sont complètement déracinés et qui ont été expropriés par Israël. Maintenant, aujourd'hui, la phase du plan de Trump, et je pense aussi, c'est un personnage médiatique, Donald Trump, si vous voulez, donc il ne pouvait pas faire cet affront. Ensuite, il y a l'avenir des Palestiniens qu'il faut prendre en compte. Monsieur avait parlé d'une solution à deux États. Je pense que c'est impossible. Il faut vraiment trouver une solution pour les Palestiniens, pour qu'ils aient une terre, puissent se réaliser, construire un avenir et se développer. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de milliards de dollars ont été investis. Et quand j'entends parler de forces de stabilisation sur le terrain, j'ai vu ce que ça donnait en ex-Yougoslavie. Ça a minimum duré 15 ans. Donc je ne sais pas si la région est prête à accueillir, si vous voulez, une force pour 15 ans. Je pense que le plus important, dans l'immédiat, c'est de reconstruire ce qui a été détruit. Cela va souder les peuples, les unir et penser à un meilleur avenir, et c'est l'objectif. Maintenant, vous savez, le temps de la diplomatie est le temps long. Le temps des négociations au Moyen-Orient est également très long, puisqu'il ne faut pas, surtout pas, oublier des interlocuteurs, excusez-moi, et je suis très heureux de revoir le rôle joué par l'Égypte, qui a toujours été une cheville ouvrière dans toutes les négociations dans cette région. Parlons de je reste avec vous Manuel Pouchelet, parlons de cette diplomatie bis qui est un peu dans coulisses. Trump, face au Parlement sioniste ce matin, avant son envol pour Sharm el-Sheikh, a remis en branle les fameux accords d'Abraham. L'allusion a surtout été dirigée vers Riyad qui conditionne la perspective politique pour les Palestiniens pour continuer, ou en tout cas poursuivre les discussions autour du les fameux accords d'Abraham. Est-ce que, selon vous, ces mêmes accords d'Abraham seraient la future étape diplomatique pour Donald Trump?
Je pense, vous savez, les accords d'Abraham, c'est une contrainte en fait. Quand on regarde bien, ça clive les rapports au niveau des pays de la région. D'ailleurs, regardez, même les Émirats arabes unis, à un moment, ont remis en cause ces accords. C'est Trump qui veut les remettre. C'est Trump qui veut les remettre au centre des discussions au Moyen-Orient. Hein. Oui, encore je ce sais matin. bien, mais oui, je sais bien, mais je vous ferai remarquer qu'il y a encore quelques années, Trump avait dit il faut rapatrier tous les GI qui sont sur place parce qu'on n'a plus rien à faire dans cette région et qu'il est temps qu'on se consacre à notre réussite en politique intérieure. Donc vous voyez, finalement, il dit tout et son contraire. Et je vous ferai remarquer une chose, l'Arabie Saoudite est aussi son premier marché d'armement. Il y a plus de 1100 milliards de dollars qui sont dépensés par les Saoudiens pour justement s'équiper. Et c'est une terre qui également est encore hautement stratégique pour les États-Unis en ce qui concerne, vous savez, les acheminements qui passent par la Corne de l'Afrique ainsi que Suez. Maintenant, vous savez, Donald Trump, il dit beaucoup de choses, il dit certaines choses, mais qui sont surtout, tout dépend de ses conseillers. Maintenant, il faut ne pas oublier une chose, il y a beaucoup de relations qui ont été construites avec Mike Pompeo, qui était son secrétaire d'État lors de son premier mandat, et c'était un petit peu le poisson pilote du président américain, puisque le président américain, lors de son premier mandat, n'a fait quasiment pas, voire très peu de déplacements diplomatiques quand on regarde bien. Maintenant, aujourd'hui, Trump se déplace. Il soutient son premier ministre, enfin le premier ministre israélien qui est M. Netanyahou, mais je ne pense pas que ce plan, cette paix dite durable, efface tous les crimes qui ont été commis. Et là, maintenant, est-ce que la communauté internationale va commencer à enquêter? Et là est le volet numéro 2 qui, pour l'instant, dont on ne parle pas et qui est malheureusement, nécessite des réponses. Vous soulevez un point sur lequel je voulais venir avec Ahmed Frassini. C'est vrai, Monsieur Frassini, dans la presse européenne, on parle, on ressasse que c'est un plan de paix de Trump, un plan de paix américain, sauf que, il vient de le dire, Manuel Pouchelet, ce fut 2 années de génocide, de massacre alimenté aussi par l'industrie de l'armement américain. Donc, pour utiliser une métaphore, un pyromane qui fomente un incendie, qui le nourrit, qui vient aider à canaliser le foyer des flammes, ne peut pas être considéré comme un pompier, même s'il donne un coup de main pour justement canaliser les feux. Donald Trump le dit, il le dit ce matin à la Knesset et reconnaît avoir pris part aux opérations sionistes à Gaza durant 2 ans. Il déclara « Nous fabriquons les meilleures armes au monde et Bibi m'appelait souvent que nous avons donné tellement de choses à Israël ». Ce sont ces mots, c'était ce matin à la Knesset à 13h. Un commentaire. Oui, en plus, il a ajouté que cette arme qui était bien utilisée par les Israéliens. Et d'ailleurs aussi, Netanyahou même, il a insisté déjà plusieurs fois pour dire que on est des partenaires. Ça veut dire que tu sens qu'il y a quand même un plan que voilà, comme si Trump dit à Netanyahou que je suis derrière toi, si tu vas, je suis avec toi, je vais te défendre. Et il insiste sur la partenariat et complicité dans les crimes de guerre. Comme si on dit que voilà, on est les deux, on peut être vraiment des pays voyants et contre le droit international. C'est ça ce qui se passe en fait. Il est en train d'insister qu'Israël peut faire ce qu'il veut avec la défense et avec l'aide américaine. Et c'est comme une idée à être fixée pour tout le monde, qu'on est une force quand même dans le Moyen-Orient, dans le monde, et on sait faire ce qu'on veut. Et par contre, aujourd'hui, pour fixer maintenant, par exemple, Sisi, son dernier mot, il a dit que pour l'Égypte, c'est les droits des Palestiniens, c'est très important pour aller vers une paix, arrêter l'occupation. Mais alors ces plans et ces plans de M. Trump, merci pour ces plans, mais c'était pour préparer le chemin vers tout ça. Ça veut dire, il a dit que c'est pour ouvrir ce chemin vers la paix, mais il a dit ça avec attention et on comprend par là qu'il n'y a rien. En fait, on va arrêter là avec ces plans, arrêter le génocide et toutes les autres options, c'est peut-être, si on sait le faire, peut-être on va pousser, peut-être on va motiver, mais il n'y a rien de concret vers une solution durable pour le peuple ou en respectant les droits des Palestiniens. Et c'est pour ça, par exemple, même Mahmoud Abbas, il était exclu au départ,
et la résistance palestinienne, elle était exclue dans l'autre coin parce que la résistance ne peut pas donner des solutions pour le peuple palestinien et l'autorité palestinienne la manque, comment dire, ça ne représente pas les 15 millions de Palestiniens et aussi il ne peut pas décider pour la résistance. Profitant de cette situation palestinienne, on voit que par exemple, qui monte sur la table pour signer un contrat entre les Israéliens et les Palestiniens, ils signent les Américains, les Qatariens et les Turcs. C'est un spectacle. Pourtant, Donald Trump Oui. a tenu à ce que Mahmoud Abbas soit présent. C'est aussi qu'une délégation du Hamas était aussi à Sharm el-Sheikh. Et en même temps, Trump aurait donné le feu vert au déploiement des hommes du Hamas au sein de l'enclave gazaoui. Il y a des choses aussi, on l'a dit, qui se passent en coulisses à Sharm el-Sheikh. Aidez-nous à comprendre, Manuel Pouchelet, c'est vrai que on sait que ce feu vert livré par Donald Trump aux hommes du Hamas vont mettre plus d'un en colère du côté sioniste, et pourtant il le fait. Il le fait parce qu'en fait, il répond, on va dire, à une maxime géopolitique. Si ton ennemi a ce que tu désires, tu n'as pas le droit de le refuser. Là, voilà la phrase. En fait, c'est là qu'il faut retenir que Donald Trump, en fait, lui, ce qu'il voit, c'est que la bande de Gaza, en fait, vous avez des ressources en eau, tout comme sous la Cisjordanie. Donc, derrière ce conflit palestinien, et israélien, vous avez également l'enjeu des ressources naturelles. Et Donald Trump, l'objectif, c'est que la guerre cesse. Pourquoi ? Pour pouvoir asseoir également son autorité ou son influence également au Moyen-Orient, parce qu'il y a également d'autres concurrents. N'oublions pas que la Russie a toujours été présente, ainsi qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de l'émergence de la Chine dans la région. Donc quelque part, Donald Trump, il ne veut pas non plus perdre pied, il perd la face parce qu'il sait pertinemment que cette région est porteur de devises pour son économie, qui est, somme toute, on va dire, quand même délicate. Et il souhaite aussi du résultat. Nous sommes encore à peu près à 6 mois des midterms américains, où justement on s'aperçoit que la politique de Trump, elle a ses effets, beaucoup d'effets d'annonce, mais peu de résultats derrière. Donc maintenant, est-ce que cela va se traduire, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que cela va se traduire sur la durée ? Moi personnellement, j'ai du mal à y croire, parce que vous avez d'autres puissances régionales qui observent et qui ne parlent pas. Mais vous savez, comme le disait Napoléon III, les gens qui savent parlent peu. Et là, je vois à l'écran les drapeaux iraniens. Force est de constater qu'on n'a pas eu de message fort pour l'instant de l'Iran sur la situation. Est-ce que ça va durer ? La question reste ouverte, si vous voulez. Maintenant, aujourd'hui, on a un Donald Trump qui est faiseur de paix. Le tout est de savoir qui affronte-t-il ? Quel est l'objectif derrière tout ça ? Parce que derrière, finalement, la logique du président américain n'est pas forcément celle, on va dire, de ces industriels qui pourvoient toujours du matériel militaire qu'ils vendent en grand nombre pour se remplir les poches. Excusez-moi cette expression, mais c'est ça. La diplomatie américaine, vous savez, je vais faire très court, elle est également présente en Méditerranée ainsi que dans l'océan Indien avec la présence de porte-avions. Comme le disait le président Nixon en 70, c'est le prolongement armé de notre diplomatie. Je ne pense pas qu'on puisse faire la paix avec des armes. On a esquissé peut-être que ce plan de paix était mort-né. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans les comptes rendus, dans les différentes facettes, on a parlé de la phase 1, la phase 2, le mot génocide n'apparaît pas. On ne sait pas également comment va se dérouler dans les détails la reconstruction à Gaza, qui va s'en charger, et surtout un plan de paix qui ne prévoit, et peut-être c'est ça le vrai problème, qui ne prévoit aucune formation d'un État palestinien souverain. Ahmed Frassini, ce qui laisse présager, on ne le souhaite pas, mais en tout cas, ça laisse présager automatiquement de futurs conflits. Oui, le conflit il est là. Si on arrête avec le génocide, il y a des autres en parallèle. Il y a le nettoyage ethnique qui existe là depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Il va continuer. Le nettoyage ethnique, c'est un cadre de crimes qui existe en Palestine et ce que réalisent les Israéliens contre les Palestiniens. Mais alors maintenant, le test, c'est vrai que
les Palestiniens, ils attendent la phase 2 et quand on parle de conseil de paix. Et avec Tony Blair, avec Trump qui veulent contrôler Gaza et la Palestine et la future de Palestine, même parfois sans les Palestiniens. Et c'est là on voit, ça commence la discussion avec, par exemple, Macron qui insiste avec les pays arabes sur le fait que c'est l'autorité palestinienne qui doit être là et avec la police palestinienne et on va participer à soutenir, par exemple, l'autorité palestinienne surtout. Même s'il ne parle pas de ELP, mais il parle de l'autorité palestinienne et c'est là que peut-être peut tout exploser ou alors on va vers une solution, mais avec quelle manière? C'est ça le test et c'est ça attend chaque Palestinien aujourd'hui. Je peux vous dire, la discussion entre les Palestiniens et l'élite palestinienne aujourd'hui, c'est comment on peut arrêter ces plans si vraiment Trump va vers cette étape pour réaliser un contrôle américain, israélo-américain, même avec des pays arabes, sur le territoire palestinien. Et alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'ELP? Faire des étapes, faire des activités pour arrêter ces plans. À ce niveau-là, parce que ce sera la catastrophe et la nouvelle catastrophe pour les Palestiniens. Et ils le voient comme au niveau, ça explique au niveau Oslo plus modéré. Et c'est pour ça la peur, elle est toujours là, il n'y a pas de confiance. On est content, mais j'ai posé la question, est-ce qu'on peut prendre cet accord ces plans de Trump à moitié? On peut choisir ce qu'on aime et on va refuser tout ce qu'on n'aime pas. C'est ça le problème. Et il ne laisse pas le choix jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui a surpris les Palestiniens, c'est l'accord de ELP et l'accord de Mahmoud Abbas, par exemple, avec Trump, et même aujourd'hui qu'il était là, l'accord même qu'il doit être absent. Je veux dire, dans la solution. Et c'est pour ça que ça se pose beaucoup de questions sur la phase 2 et on va vers où et on verra. Mais bien sûr, c'est moi et vous, peut-être on peut poser la question, mais au niveau leadership, par exemple, au niveau palestinien, ils ne doivent pas attendre ces moments, ils doivent déjà fonctionner avant pour éviter cette nouvelle catastrophe au Nakba pour les Palestiniens. En guise de conclusion, on arrive malheureusement à la fin de notre émission. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Je suis accompagné par Manuel Pouchely, analyste des questions internationales, et Ahmed Fassini, journaliste. Merci à tous les deux. Je vous dis à bientôt. Voilà, bonne suite des programmes sur 24 News. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.